Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Hub, l'émission Effray Paris qui met 3 experts autour d'une thématique du numérique. Après des émissions qui étaient très techniques, orientées vers les drones, vers l'avionique, vers la cybersécurité, aujourd'hui, on a pris le parti de s'intéresser au social marketing. Social marketing, ego, algo et e-commerce, c'est le thème de ce 6e épisode Le Hub. Alors, avant que je vous présente nos invités, n'hésitez pas à vous abonner et à indiquer en commentaire toutes les émissions que vous aimeriez qu'on traite, tous les sujets qui vous intéressent autour du numérique. On se fera une joie de monter des formats autour de vos idées. Justement, cette émission a été inspirée par l'un d'entre vous, que je tiens à remercier au passage. Alors, comme à chaque émission, on vous fait gagner un truc en lien avec la thématique abordée. Alors aujourd'hui, pour vous faire gagner quelque chose en lien avec le social marketing, c'était pas évident et pourtant on a trouvé la parade. En jeu, aujourd'hui, on va vous mettre une dotation qui va vous permettre de faire votre première campagne sur Facebook. Mettons, tu as une association, tu as une page Facebook que tu aimerais bien monter, une campagne que tu aimerais bien lancer pour te mettre les mains dans le cambouis. Et bien justement, tu vas pouvoir gagner ton premier budget social marketing, ce qui est plutôt chouette. Et comme autour de la table, on a le slip français, il se peut qu'on rajoute un petit cadeau un peu plus de l'ordre du textile à ce truc-là. Donc n'hésitez pas, commentez, posez vos questions en commentaire de cette émission. On n'est pas en direct, mais on répond à toutes les questions, au contraire. Et donc pour parler de la thématique, j'ai avec moi 3 invités. C'est une thématique qui me tient vachement à cœur, parce que moi, dans une autre vie, j'étais community manager. Ça remonte un petit peu à Mathusalem, c'était en 2013. Le monde a beaucoup changé depuis. Je vais vous présenter directement nos invités. On va commencer par toi, Robin. Robin, bienvenue et merci d'être avec nous. Tu es Head of E-Commerce chez le Slip français et tu es Growth Marketing Expert. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le métier de Growth Marketing Expert? Oui, alors déjà, je suis désolé, ça fait pas très Made in France, les noms de ces deux postes. Je me dis qu'il faut que je les traduise parce que ça va pas trop avec le site français. Non, déjà, bonjour à tous. Par rapport à mon job, moi, en gros, l'objectif, c'est sur la partie acquisition, conversion et fidélisation, d'essayer de booster le business sur le site internet. Ok. Alors, en février dernier, tu participais à la semaine de l'influence marketing du magazine Stratégie et tu rappelais l'importance du SEO ainsi qu'une approche exploratoire un petit peu. Ouais. En gros, le test and learn, c'est fondamental quand on va sur les réseaux sociaux et quand on fait du marketing online. Ouais, on aura l'occasion d'en reparler, mais effectivement, tout ce qui est marketing digital, il faut être hyper humble, on tâtonne, on en parlera certainement tout à l'heure. Dans les stratégies, il faut partir à la découverte de tout, être hyper curieux des formats, des cibles et tout ça. Ok, super. Je me tourne vers Étienne. Salut Étienne, bienvenue à Effray Paris. Salut Adrien, enchanté. Alors, toi, tu es CEO fondateur de Junto. Junto, vous êtes une agence qui est spécialisée justement dans l'acquisition. Vous êtes aussi un partenaire de l'école puisqu'on travaille avec vous pour des campagnes online. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui vous êtes, d'une part, et sur les métiers que vous agrégez au sein de l'agence ? Totalement. Donc nous, on fait ce qu'on appelle du conseil en achat média et en tracking. Donc effectivement, ça va englober plusieurs métiers. Notre but, c'est de conseiller les entreprises au démarrage sur leur stratégie, quelle plateforme, quel budget, et ensuite d'opérer, d'exécuter des campagnes d'activation et d'achat média. Alors, idem, en préparant l'émission, j'ai fait un petit peu mon job de journaliste. En 2019, tu déclarais dans Le Figaro Économie nos produits publicitaires sont tels des produits financiers, ils évoluent régulièrement et nous devons rester en veille constante pour proposer les dernières innovations. C'était en 2019. Est-ce que le panorama, la fréquence de changement des formats publicitaires est la même ou est-ce qu'elle s'est amplifiée ces 2 dernières années ? Je trouve que c'est encore plus vrai. On voit vraiment le machine learning et l'intelligence artificielle au cœur des produits publicitaires. Et effectivement, je maintiens ce que j'ai dit. Je trouve qu'on est vraiment comme dans un marché financier avec des produits publicitaires qui vont avoir différentes rentabilités, différents objectifs. Et donc, c'est passionnant de creuser tous ces produits et de les utiliser à bon escient. Alors, c'est assez dingue. On était parti sur un truc sur le marketing social. On parle déjà d'intelligence artificielle. Ça fait un peu écho au dernier Hub qui était le mois dernier. N'hésitez pas à regarder cette émission. Elle est présente sur notre chaîne YouTube notamment. Avec nous, on a Hicham. Salut Hicham et bienvenue. Alors, toi, tu es étudiant à Effray Paris en bachelor SDI, donc stratégie digitale et innovation, mais pas que. Tu es en alternance, tu es digital marketing manager chez Sri Sri Tatva, c'est ça ? C'est ça, c'est bien ça. Et alors déjà, bienvenue et merci d'être avec nous. Merci à vous. J'ai fait mon taf aussi à ton sujet. Alors toi, tu n'es pas encore passé dans le Figaro, ça va peut-être venir. Bientôt, j'espère. En revanche, j'ai analysé ton profil LinkedIn. Je me suis rendu compte que tu as un parcours qui est très diversifié. Ouais. Tu as commencé par de la communication du développement. Tu as fait gestionnaire de compte en assurance, de la chefferie de projet. Tu as été commercial pour Heineken. Ma question, elle est toute bête. Tu te retrouves en stratégie digitale. Pourquoi le marketing digital ? Le marketing digital, en fait, j'ai toujours aimé ça.
Je me suis lancé, j'ai été dans une association avant. Du coup, j'avais la charge de la page Facebook, mais je ne savais pas du tout comment m'occuper d'elle. Donc, je me suis intéressé, j'ai regardé des vidéos, des tutos, j'allais sur les sites connus, genre HubSpot, si je ne dis pas de bêtises, Ouais. HubSpot. Et après, je me suis redirigé vers le marketing digital parce que je trouve que c'est quelque chose que j'aimais déjà de base, donc ça pourrait m'intéresser. Et j'avais envie d'en faire, pas mon métier, mais de l'inclure dans ma future carrière professionnelle, à travers notamment la création d'une boîte pour développer l'énergie en Afrique. Ok, hyper intéressant. Et donc tu t'es dit, connaître la stratégie digitale, Ouais, c'est le ça. marketing digital, c'est fondamental pour développer quelque business que ce soit. C'est ça, exactement. Alors, on va rentrer directement dans le dur. On va parler de réseaux sociaux. Moi, je vais vous faire un petit tour de table méga rapide. Il faut que ça aille hyper vite. On est dans des questions thé ou café. On va parler de réseaux sociaux. Chacun votre tour. Dites-moi quel est le réseau social indispensable pour vous, votre préféré, votre boîte noire et le prochain que vous allez tester. Je vais me prêter à l'exercice. Il n'y a pas de raison. Alors, pour moi, l'indispensable, j'avoue, c'est LinkedIn. C'est un réseau que j'affectionne de plus en plus et à mesure que je grandis. Mon préféré, c'est sans doute Twitter, paradoxalement. Ma bête noire, j'avoue, ça doit être Snapchat. Vraiment, j'ai beaucoup de mal. Mon prochain test, c'est Clubhouse. Il est installé, j'ai mon compte, mais franchement, il faut que je me lance. À ton tour. Moi, je te rejoins sur LinkedIn. Je suis très B2B, donc l'indispensable LinkedIn. Mon préféré, je dirais encore LinkedIn. Je pense que en fait, je trouve que LinkedIn devient le nouveau Facebook, en tout cas au niveau professionnel. La bête noire, TikTok. Mon prochain test, effectivement, Snap. Snapchat, ok. Alors moi, du coup, l'indispensable, Twitter. J'adore Twitter, du coup, je passe toutes mes journées dessus. Mon préféré, Snapchat. Pas de raison particulière. Ma bête noire, c'est Facebook. Ok. C'est Facebook, là, j'y arrive plus du tout. Et mon prochain test, c'est Clubhouse. Moi, je suis dessus déjà, mais il faut que je m'habitue un peu. Ok. Robin. Moi, l'indispensable, c'est LinkedIn, je vous rejoins aussi. Même si je trouve que ça perd un petit peu en qualité au fil des années, malheureusement. On pourra en reparler tout à l'heure. Mon préféré, c'est WhatsApp. C'est quand même celui où je passe le plus de temps et c'est celui qui me permet le plus de rester en contact avec mes potes et ma famille. La bête noire, c'est Pinterest. On n'en parle pas beaucoup. Ça revient vachement sur le devant de la scène. Donc je m'y remets un petit peu, mais j'ai du mal et je sens que c'est pas trop mon réseau. Donc c'est très subjectif ce que je dis, évidemment. Et après, mon prochain test, c'est Clubhouse parce que je fais partie des pauvres personnes qui ont un smartphone Android et on attend désespérément que Clubhouse arrive sur Android. Alors, je crois savoir que ça va venir. Ouais, ça fait 2 mois qu'ils disent ça. J'ai l'impression qu'ils nous. Alors, j'espère que ça sera encore à la mode quand ils lanceront Android, en tout cas pour eux. Ouais, ils en sont à 4 milliards de valorisation. J'ose espérer qu'ils vont rester à la mode. En revanche, c'est assez marrant ce que tu dis de dire j'espère que ce sera encore à la mode quand. Enfin, en termes de contenu, moi je parlais. Oui, voilà. Mais j'ai l'impression que si on fait l'analyse historique des réseaux sociaux, c'est des durées de vie assez courtes. Un live de 3 heures. Alors, la durée de vie des contenus, c'est très court, oui, mais la durée de vie des entreprises qui façonnent les réseaux sociaux, elle aussi, a tendance à être assez courte. Premier réseau social sur lequel vous êtes branchés, respectivement, c'était quoi ? C'était AOL, Instant Messenger. Ok. Facebook. Ok. Moi, c'était MySpace, ça ne nous rajeunit pas. Alors, moi, j'avoue, j'étais sur Caramel, je sais pas si on peut oui, c'est vrai qu'il y avait l'intégrer comme Caramel réseau avant. social. Ouais. Il y avait du chat et c'était très très libre à l'époque. Ouais, c'était assez libre. Sur Skyblog aussi, ici. Mais... Ouais, Skyblog, c'est pas mal ça. Alors aujourd'hui, on arrive quand même à un stade où il y a 50% de la population mondiale qui est sur les réseaux sociaux, tout réseau social confondu. Facebook, pour se donner une idée, je vois bien que tu as du mal, mais il y a quand même 2,5 milliards de personnes dessus. YouTube, c'est 2 milliards de personnes. C'est pas neutre comme statistique. Et j'ai l'impression qu'il y a une compression en fait, de durée de vie. C'est-à-dire que Instagram, qui se fait racheter en 2-2 par Facebook, c'est allé très très vite à l'échelle de l'économie. Et en face de ça, on se rend compte que le taux d'utilisation par les jeunes est assez fluctuant. On parle beaucoup de Twitch, que j'adore. En revanche, ça reste quand même un épiphénomène. Ma première question, elle est assez simple et c'est très marrant de vous entendre parler de vos réseaux sociaux préférés, c'est-à-dire qu'en fonction des générations déjà ça bouge. Comment vous voyez un petit peu cette évolution ? C'est-à-dire que toi, Hicham, par exemple, tu me dis Facebook, ça commence à me saouler. J'ai l'impression que c'est quasiment générationnel cette histoire. Ouais, en fait, on a l'impression que sur Facebook, dès qu'on rentre sur Facebook, on prend 10 ans d'un coup en fait. En termes de contenu, etc., on prend 10 ans d'un coup. Après, ça dépend parce que maintenant il y a les groupes.
Sur Facebook, il y a les groupes privés, les pages, donc on peut se retrouver avec du contenu qui nous ressemble. Mais en fait, j'arrive plus. En fait, c'est vraiment un sentiment. Je me dis, j'arrive sur Facebook, je scrolle, je dis non, je peux plus. Je quitte et je retourne sur Twitter me taper une ou deux barres. Ok. Alors, ce côté, je me tape une ou deux barres, est-ce que vous, en tant qu'entreprise, vous avez la même analyse de Facebook? Est-ce que c'est beaucoup plus clivé? Enfin, comment vous gérez ça en tant qu'entreprise? Est-ce que tu vas le gérer par média ou par génération? Enfin, ça marche comment, en fait? Nous, le cible français, on s'est quand même construit autour de deux réseaux sociaux en particulier. Donc, c'était il y a 10 ans, il faut le remettre dans le contexte, évidemment. C'était Facebook et YouTube. Qui étaient les deux réseaux les plus à la mode. Après, aujourd'hui, en termes de dépenses publicitaires, Facebook, c'est avec Instagram, puisque c'est la même crèmerie, c'est encore une part énorme de notre budget. Mais c'est vrai que petit à petit, on essaye un petit peu de réduire le poids de Facebook. Et le constat qu'Hicham fait d'un point de vue utilisateur, c'est qu'il y a de moins en moins de contenu frais créé par les utilisateurs. Ça devient de plus en plus un site média, mais pour moi c'est pas le meilleur réseau social pour être informé des médias. Donc voilà, je trouve que c'est compliqué. Et puis dans des années comme le Covid, il y a même plus la partie événements qui était cool sur Facebook aussi. Donc c'est vrai que moi je partage l'avis d'Hicham. On a de moins en moins de choses pertinentes à aller chercher sur Facebook à titre perso, mais en termes de marque, ça reste le truc le plus puissant. Ok, on peut pas se dire non mais attends, il y a 2 milliards de personnes là, non j'y vais pas. Ouais, voilà, c'est ça. Côté de Junto, en agence, est-ce que vous avez la même analyse? Est-ce que vous continuez à rester sur Facebook parce que ça reste quand même le vaisseau amiral? Ça marche comment en fait? Moi, je pense qu'on sous-évalue la performance de Facebook. Ça dépend des zones géographiques. Effectivement, ça arrivait plus à maturité en Europe et aux États-Unis. Mais ça reste un réseau qui a de très grandes forces. Rien que dans le top, ici, on voit bien que Instagram, WhatsApp et Facebook sont les réseaux toujours les plus utilisés. Donc je pense qu'il y a une diversification de l'utilisation, mais qu'on reste sur une taille et sur une croissance qui est vraiment colossale auprès de Facebook. Et je pense que ça continuera pour les années à venir. Ok, effectivement, rappelons-le, juste pour être complètement clair, Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, c'est la même boîte. C'est ce cher Marc qui est aux commandes. À t'entendre et à même vous entendre, j'ai l'impression que plus ça va, plus ça se diversifie. C'est arrivé avec, tu parlais de Pinterest, qui était très mode, très food à son lancement. Instagram, très photo. Twitter, au début, c'était vraiment des brèves. Clubhouse, c'est que de l'audio. Twitch, à son lancement, c'était que du gaming. Est-ce qu'on va vers cette ultra spécialisation ou est-ce que vous pensez qu'un modèle comme Facebook qui a tendance à essayer d'agréger toutes les spécialités de tout le monde, ça marche? Enfin, comment vous voyez Moi, je pense que si on a une lecture un peu basique que certains médias ont, on regarde les tranches d'âge en se disant voilà, telle tranche d'âge utilise plutôt celui-là, plutôt un autre, etc. Mais en fait, je pense que c'est vraiment une question d'usage. Parce qu'on le voit même sur Twitch, comme tu le disais, ça se diversifie beaucoup. Donc aujourd'hui, je pense que c'est ça qui fait l'intérêt de nos jobs respectifs. C'est aussi de se dire qu'il y a plein d'exploratoires, plein de choses à aller tester. Nous, on teste beaucoup TikTok en ce moment, par exemple. On y va sans préjugés. C'est pas si jeune que ça au final. Il y a des tranches d'âge élevées représentées aussi. Donc voilà, il faut avoir la curiosité de tester. Les choses peuvent évoluer aussi. Tu parlais de Twitch qui a démarré dans le gaming, qui fait plus que ça aujourd'hui. Donc voilà, les choses évoluent et c'est cool. Enfin, moi, je trouve que ça fait partie des trucs un peu sympas de notre métier d'aller tester plein de plateformes. Donc, ce que tu as tendance à dire, c'est qu'il faut arrêter de cliver ça par réseau ou par usage ou par tranche d'âge. Il faut plutôt avoir un raisonnement autre, de se dire, attends, je vais tester des choses, 2, je vais partir de mon contenu, de mon positionnement, et voir après, c'est des outils en fait. Exactement. C'est à peu près la même analyse que vous avez. En fait, pour construire sur ce qui a été dit, je pense que c'est aussi vraiment comprendre l'état d'esprit du réseau derrière et adapter sa stratégie de contenu au réseau. Je pense que c'est quelque chose qui est pas forcément assez fait par les marques parce que ça demande aussi beaucoup de ressources, de créativité et de ressources créatives. Mais typiquement, sur un Snapchat ou sur un TikTok, on va pas s'adresser de la même manière que sur un Facebook. Donc, et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les réseaux, au fur et à mesure de leur maturité, de leur développement, vont devenir plus mainstream. Donc je pense que c'est un éternel recommencement. On va avoir des nouveaux réseaux qui sont qui vont gagner sur une verticale ou sur une population donnée et derrière qui vont se développer et devenir plus mainstream.
Tu partages l'analyse ou... Ouais, après je la partage. Après moi j'ai plus l'impression aussi que par exemple Facebook ils essayent de vraiment de tout s'accaparer. J'ai l'impression que déjà ils s'accaparent un peu tout déjà avec leur acquisition de WhatsApp, Messenger et puis Instagram. Mais quand je vais sur Facebook aussi, ben là je parle en tant qu'utilisateur et pas forcément en tant que alternant en digital marketing. Je vais sur Facebook et je vois qu'il y a marqué Facebook Rencontre, je me pose des questions en fait. Je me dis qu'ils veulent vraiment tout faire, alors que nous, de base, quand on est, là je parle en tant que digital marketeur, moi quand je vais sur Facebook, je cherche vraiment du contenu que je pourrais soit dupliquer pour ma marque, vu que c'est pas encore, ils n'ont pas encore une présence assez forte sur les réseaux, soit pour la promouvoir tout simplement, de me donner des idées de promotion. Alors là, tu mets le doigt sur un truc quand même qui est assez flagrant pour nous quatre. Enfin, moi, je suis community manager pour une part de mon métier. Déjà, il faut bien qu'on se rende compte que quand on va sur les réseaux sociaux, nous, en tant que professionnels, on a une analyse qui est déjà biaisée, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas l'utilisateur normal. Donc, il faut quand même se méfier. En revanche, ce que vous dites, utiliser Snapchat en tant que Snapchat et y aller avec un vrai angle d'attaque Snapchat, oui, c'est beaucoup plus pertinent. Et c'est plutôt l'écosystème qu'il faut considérer plutôt que, que ta cible. Okay. Par exemple, Snapchat, très innovant sur les formats, typiquement les formats Lens, AR, etc., ils sont très innovants là-dessus. Et donc je pense que si les marques réussissent à bien utiliser, et les utilisateurs, c'est vraiment un levier que je vois comme beaucoup plus créatif et beaucoup plus innovant sur les formats, typiquement. Alors, on est en train de parler de format, on est en train de parler de contenu. Hicham, tu l'abordais. Donc, il y a le pôle contenu dans les entreprises qui a pris ses galons depuis le community manager qui était, il y a encore 5 ans, franchement, la dernière roue du carrosse, faut le dire. Tu vois, enfin, en gros, tu avais la com instit qui arrivait et le community manager en bout de chaîne qui faisait avec, quoi. Les métiers ont vachement évolué, j'ai l'impression. En 10 ans, c'est assez impressionnant. Aujourd'hui, dans le pôle digital marketing, on va avoir du social media, on va avoir du contenu, on va avoir du SEO, on va avoir du web design, on va avoir du design tout court, on va avoir des tas de métiers et on va avoir de la data. Très rapidos, pour vous, ça se positionne où le social marketing dans une entreprise? Est-ce qu'il est à côté du commerce? Est-ce qu'il est à côté du SAV? Est-ce qu'il est à côté de la com? Est-ce qu'il est à côté du marketing? En fait, où est-ce qu'on met le pôle social marketing d'une entreprise? Au slip français, alors il y a ma vision globale et puis au slip français, le slip français c'est une marque qui s'est créée sur internet, c'est une marque qui s'est créée sur les réseaux sociaux, donc nous c'est au cœur de tout ce qu'on fait. On adore communiquer avec nos clients, on adore communiquer avec nos prospects, on reçoit des messages d'amour, etc. Donc les réseaux sociaux sont vraiment au cœur de nos stratégies. Après, la difficulté pour nous, au bout de 10 ans, c'est de réussir à continuer à faire la différence, à rester innovant, à suivre les tendances, à être sur les bons réseaux sociaux, comme on le disait. C'est ça le cœur du sujet, mais pour nous, en tout cas, en termes de positionnement, c'est vraiment au cœur de tout ce qu'on fait, quoi. Ok, donc toi, c'est au milieu et c'est tentaculaire. Nous, le community manager n'a jamais été dans un coin de la pièce. Ouais, mais vous avez été monté, je crois de mémoire, c'est 2013 2011. 2011, pardon. Ouais. Vous êtes monté sur les réseaux sociaux avec en plus un angle boutique tradi. Vous êtes né sur les réseaux sociaux en fait. Nous, on est complètement nés sur les réseaux sociaux. C'est le fameux acronyme DNVB pour Digital Native Vertical Brand. Alors, je sais qu'on va éviter de balancer 250 sigles comme ça ce matin. Mais en fait, voilà, nous, c'est une marque créée sur Internet qui communique et qui vend directement à ses consommateurs et qui potentiellement derrière peut monter sa chaîne de magasins. Mais la base, en tout cas, c'est le web. Et nous, 10 ans après, c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est 2/3 du chiffre d'affaires qui est fait sur le site. Ok. Hicham, toi, ta boîte, là tu es en alternance dans une boîte où tu disais on peine à aller sur les réseaux sociaux, donc tu as le problème inverse. Ouais, du coup, en fait, nous, c'est. En fait, moi, si je pouvais situer le social marketing dans ma boîte, je pense que ce serait il se rapprocherait un peu de tout, mais plus du commerce, parce que en fait, on a besoin des données du commerce, du coup, de la data du commerce pour pouvoir trouver la bonne cible et du coup avancer dans le bon sens en tant que social marketing. Donc, je pense que on est un peu plus, on se rapproche plus du commerce. Mais franchement, je pense pas qu'aujourd'hui le digital marketing ou le social marketing se dissocie des différentes branches, parce que quand on veut recruter une boîte, quand on veut recruter, elle va aussi sur les réseaux sociaux. Quand on veut chercher des clients, on va sur les réseaux sociaux. Du coup, on se rapproche un peu de tout. On est là en fait. On est là, on est dans le game, quoi. Voilà, c'est ça. Alors du côté de Junto, vous, j'imagine que vous êtes en interface avec des clients de typologie, de taille différentes. Totalement. Est-ce que toi, ton analyse, c'est quoi? Vous avez
Je pense que ça devient de plus en plus central. Je vois vraiment une tendance de marque média. Donc on parle effectivement des marques digitales, nées sur le digital, comme le style français. Aussi, même dans les marques qui s'adressent à des entreprises, elles deviennent beaucoup plus des marques médias en fait pour gagner. Et donc je pense que le social media, et typiquement aujourd'hui on parle d'équipes de grosses en fait, d'équipes de marketing qui sont transverses à plusieurs segments et fonctions dans l'entreprise. Et je pense que ça va se renforcer. Donc totalement d'accord avec le fait que ça doit être au cœur et de plus en plus. Ok. Parmi les métiers qui sont présents autour de la table quand on parle social marketing, moi quand j'ai commencé le social media, franchement j'étais community manager, je faisais le contenu, les photos, les posts, j'appelais une agence rapidos une fois de temps en temps quand j'avais du budget. Ça va être compliqué aujourd'hui de parler de stratégie numérique d'une manière ou d'une autre, sociale ou pas sociale, sans parler de data. Par curiosité personnelle et même intellectuelle, en fait, quelle est la place aujourd'hui de la data? Robin, toi, on t'a eu en interview pour Enough Stories, tu nous disais la data, ça va changer le game, en fait. Est-ce que tu peux un petit peu nous détailler le fond de ta pensée? Si on prend un peu de recul sur les métiers du marketing par rapport à il y a 15, 20 ans ou même 30 ans, le marketing à la base c'est assez théorique, il y avait énormément d'intuition personnelle ou collective. C'est vrai qu'aujourd'hui, les années passant, on voit que la data devient au cœur. Et moi c'est un des sujets aussi qui me plaît beaucoup, c'est que n'importe qui, à partir du moment où il sort une bonne analyse aujourd'hui, peut suggérer une bonne idée, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ou 30 ans quand on faisait du marketing. Aujourd'hui, nous, c'est au cœur du sujet. Après, la data, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut avoir les bons outils, il faut avoir les bons process, il faut avoir une base suffisamment grosse pour qu'il y ait des signaux qui se dégagent. La data, il ne faut pas que ça soit un mot un peu pour faire hype. Et voilà, il faut que la stratégie, de la même manière qu'on construit autour des réseaux sociaux, il faut aussi la construire autour de la data. Il ne faut surtout pas négliger la data. Okay. Parce qu'à la base, ça reste, excuse-moi, juste, la base du marketing, c'est d'écouter les clients. Donc avant, on avait des manières différentes. Maintenant, on industrialise tout ça et c'est de la data et c'est une mine d'or pour toutes les décisions qu'on peut prendre. Voilà. Vous partagez de ce côté ? En fait, effectivement, aujourd'hui, on voit vraiment deux axes. Il y a la data d'un côté et la créa de l'autre. Et en fait, tout ce qui est optimisation des outils et médias est relégué au troisième rang. Donc, c'est ça que je dirais là-dessus. Et j'ai l'impression que c'est un petit regret de ta part, en fait. Non, pas spécialement. Mais je pense qu'effectivement, en fait, ça fait qu'il y a des ressources importantes aujourd'hui quand même. C'est pas forcément, comme disait Robin, d'appréhender les sujets liés à la data. Demande des ressources plus importantes. Donc, effectivement, des plus petites marques actuellement vont avoir du mal et c'est déjà le cas dans tous les cas, mais à concurrencer des gros faiseurs qui ont énormément de données, qui ont énormément de ressources créatives. Ok. Alors, toi, Hicham, j'ai une question qui traite de ton programme, parce que encore une fois, moi quand j'ai déboulé là-dessus, il n'y avait même pas de formation de social media, tu vois. Est-ce que dans ta formation, la data occupe une place importante? Est-ce que tu apprends à gérer de la data ou à gérer un data scientist? Du coup, ouais, dans le programme, dans mon programme et même dans mon travail tous les jours, je m'en mange du Google Analytics. Du coup, ouais, la data, en fait, c'est devenu essentiel. Et je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut travailler dans le marketing, il ne peut pas dissocier la data et le marketing, en fait. On peut en faire deux postes différents. Comme l'a dit, data scientist, c'est pas entre guillemets du marketing, mais c'est essentiel. Et on le voit. Moi, je le vois aujourd'hui à travers ma marque qu'avec une base de données restreinte, on n'a pas les clés pour pouvoir s'exporter ou bien pouvoir s'étendre tout simplement. On n'a pas les clés pour avoir une bonne cible dans le marché. Donc ouais, il faut de la data et je suis très content d'en faire et de me diriger vers ça du coup. Donc voilà. Ok, donc il faut de la data, il faut tester des trucs, ce que tu disais au début, et le fait de tester des trucs te génère de la data. Exactement, ouais, c'est un cercle et plus ça va, plus tu vertueux. optimises tes ciblages, tes canaux, tes messages, grâce à la data, grâce à tes tests, grâce à ta création de contenu. C'est à peu près ça la mécanique gagnante. Ouais, c'est ça. Juste pour revenir sur ton point sur le copy management et les différents métiers, ouais. Et notamment la data. Effectivement, je pense moi je vois encore des entreprises, donc c'est pas la plupart, mais qui pensent que le stagiaire va pouvoir faire même le métier de community manager, oui. Alors qu'en fait le community manager c'est devenu un métier mais hyper précis quoi.
Donc clairement, il y a une spécialisation progressive des métiers et dont le community management, rien que ça, enfin même sans parler lui-même doit utiliser la data et connaître extrêmement bien les réseaux, etc. Donc clairement, ça se spécialise. Alors, c'était une vaste blague il y a encore quelques années. Le community management, ouais, on va filer ça à un stagiaire, ça va marcher, il n'y a pas de problème. Ouais, mais c'est ça. C'est encore le cas aujourd'hui, ça ? Sur certaines sociétés, oui. Mais quand on voit ce que peut faire le CIF français, je pense que c'est clairement, on voit que c'est certainement quelque chose qui est extrêmement travaillé. Mais oui, moi je le vois encore en termes de mindset chez certaines entreprises. Alors, entre le mindset un peu d'avant-garde, on va dire, pour pas dire autre chose, on va dire vintage, et aujourd'hui la réalité des entreprises dans le marketing digital, typiquement Slip Français, Junto, ou même toi, ce que tu as envie de faire, vous bossez avec quel genre de profil ? Sur les métiers du community management ? Sur les métiers du marketing digital. Nous, on essaye d'avoir des profils assez diversifiés. Moi, dans mon équipe, j'ai une fille, je la salue d'ailleurs, elle a fait Sciences Po Toulouse, donc rien à voir. En tout cas, pas des parcours académiques qui te prédestinent à faire du marketing digital. On a une ancienne stagiaire également qui est passée chez nous, qui avait fait des neurosciences. J'avais trouvé ça trop intéressant pendant son entretien. Donc voilà, je pense que c'est la diversité qui fait l'efficacité. De toute façon, il y aura des profils très data, il y aura des profils très créa, et c'est le mix de tout ça qui fait qu'il y a une bonne alchimie. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de parcours type. Et puis après, comme le disait Hicham, on peut arriver sur un métier, découvrir un pan qu'on sous-estimait. Finalement, c'est le sujet qui nous intéresse. Le marketing digital offre beaucoup de possibilités et de liberté. Ok, tu partages ? Ouais, totalement. Parce que moi, dans mon entreprise, je travaille avec beaucoup de profils, que ce soit du content, pour la création de content, le design, etc. Du coup, en ce qui concerne la data, je suis le seul qui s'occupe de la data, du coup. T'es ultra précieux, du coup. Voilà, je suis ultra précieux. Et donc, en gros, tout se rejoint, mais le métier de community manager, aujourd'hui, il ne faut pas le négliger parce que c'est ce qui peut faire que ta boîte prenne une ampleur que tu ne pensais pas pouvoir la créer, en fait, autour de celle dernière, je veux dire. Ok. Et en agence, vous recrutez quelle typologie de profil ? Est-ce que tu as vu, depuis la création de Junto, est-ce que tu as vu une évolution de la typologie des profils qui sont amenés à bosser avec des marques ? On va avoir des profils à la fois juniors, confirmés, un peu plus seniors. Sur les profils juniors, ça va être beaucoup d'écoles de commerce, des sorties d'écoles de commerce, souvent qui ont déjà travaillé en marketing lors de leur stage et qui ont se diriger principalement vers vraiment l'achat média. Après, sur les profils plus confirmés, on va avoir des profils de conseil qui reviennent du conseil pour aller sur du digital. Et je rejoins Romain, tout type de profil. Je pense qu'il faut avant tout être hyper curieux, passionné, parce qu'en fait, tous les jours, il faut creuser. Les réponses ne sont pas toujours évidentes et déjà inscrites. Et donc, c'est la capacité aussi à être curieux et peut-être, a priori, vu que ça peut être très chiffré très vite, ne pas prendre peur trop vite, s'accrocher quelques semaines et creuser. Et c'est peut-être un peu ce qui va faire la différence entre un profil école de commerce. Je sors d'école de commerce, je ne suis pas en train de cracher sur les écoles de commerce, big up à mon ancienne école, pas de problème. Et des profils plutôt tech. Je pense que toi, issu d'une école qui fait à la base une école d'ingénieur, enfin la tech, tu dois avoir plus l'habitude d'en voir que moi qui sors d'une école de commerce. Néanmoins, et pour apporter un peu de rondeur à tout ce que j'entends là autour de la table, vous préférez quoi ? Un bon technicien qui est opérationnel très vite, ou une tête bien faite, comme ce que tu disais ? Tiens, un gars qui sort de Sciences Po, il a la tête bien faite, il peut s'imprégner de n'importe quoi en fait. Ou les deux. Comme toutes les boîtes, on cherche le mouton à 14 pattes. On en revient toujours à la même chose. Donc il y a le brief de départ et puis après il y a la réalité du marché. Je pense que ça dépend énormément de la maturité de la boîte en vrai. Il y a des boîtes où au début c'est un champ de ruines, il y a tout à créer. Et donc là il faut plutôt des gens organisés, structurés. Et après il y a des boîtes comme le Slip Français où nous il y a déjà 10 ans d'historique derrière. Donc il y a de la maturité sur certains sujets. Il y a plein de nouvelles choses à développer et là il faut arriver avec des nouvelles idées. Pour moi, c'est une question de timing, en fait, plus qu'une question de profil. Et puis, une fois de plus, il y a des profils qui, au contact d'un métier, peuvent aussi complètement s'ouvrir, s'épanouir et proposer d'autres choses. Nous, il y a des pans qui ont été faits au fur et à mesure des années entre des métiers. Il y a des gens qui sont passés d'un métier à l'autre. Donc,
tout est un peu possible. Après, c'est un état d'esprit, une culture de boîte globale à avoir évidemment, quoi. Ok, cool. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un métier dans le social marketing, il y en a plusieurs. Tu peux jumper de l'un à l'autre et c'est assez appréciable. Je crois que rien qu'à voir ton profil, en fait, on se rend compte que tu peux jumper d'un profil à un autre. C'est exactement ça. Après, c'est le tout pour moi dans le marketing, c'est de vraiment être curieux et de s'intéresser, parce que si tu t'intéresses pas dans le marketing ou tu cherches pas un peu à savoir ce qui se passe et ce qui se fait de nouveau, tu vas vite te sentir dépassé, déjà de une, et en plus tu vas pas avoir les clés pour ton entreprise et pour toi-même. Moi, je sais que mon entreprise, en alternance aujourd'hui, m'ont pris parce que j'avais des connaissances en... Je préfère pas dire le terme parce que c'est un peu mal lu en ce moment, mais en dropshipping. Ok, on en parlera tout à l'heure. Le mot est lâché. Le mot est lâché. J'avais des connaissances en dropshipping, du coup, elle était tout ébahie quand je lui parlais de Facebook Ads, de Google Ads, etc. Donc, je sais que c'est un plus en fait, et c'est pas parce que je travaillais dessus avant, c'est parce que je m'y intéressais en fait. C'est que l'intérêt de la recherche de contenu. Ok, donc depuis l'avènement de Google, déjà, on ne peut pas dire en tant que personne, en tant que particulier, je sais pas, mais dans les métiers du marketing, franchement, si tu te sors pas les doigts et si t'es pas un peu curieux, c'est foutu, c'est même pas la peine de chercher, quoi. Ouais, puis il y a un truc aussi important, je trouve qu'il y a la prime à la jeunesse sur tous ces métiers-là. Moi, je suis pas un vieux dinosaure, mais ça fait quand même 10 ans que je bosse et je trouve ça trop cool de venir se faire un peu botter les fesses par des nouvelles personnes qui testent des nouveaux réseaux qu'on n'a pas forcément bien compris, où on est plus forcément dans la cible. Donc, je trouve que c'est un des points forts des métiers du marketing du digital aujourd'hui, c'est que même dans le cadre d'une alternance, d'un stage où il y a 15-20 ans, où il y a 30 ans, tu faisais des photocopies, aujourd'hui, il y a vraiment la possibilité d'apporter sa pierre à l'édifice, quoi. Juste pour me dire là-dessus, je pense que, comme disait Robin, au démarrage d'une société, il y a besoin du mouton à 4 pattes qui a à la fois un profil tech et commerce, on va dire. Donc 5 pattes, du coup. À 5 pattes, exactement. Mais je pense qu'au fur et à mesure, si on veut vraiment améliorer la performance de son équipe, de sa société, et puis même personnellement creuser dans un sillon spécifique, nous, on commence à avoir vraiment des personnes dédiées, vraiment plutôt expertise, et des personnes plutôt relations clients, stratégie. Donc c'est comme ça qu'on va, et ça peut être des profils beaucoup plus techniques sur certains sujets. Typiquement, si on parle de SEO, c'est que de la technique en fait, principalement de la technique. Donc il faut quand même, si on veut être extrêmement performant, il faut quand même être à l'aise avec ça. Ok. J'ai l'impression d'avoir changé de monde en 5 ans, tu vois, parce que, encore une fois, mais tu vois, il y a 5 ans, on comparait les impressions télé vs les impressions Facebook, mais authentiques, tu vois. Enfin, tu faisais une campagne, tu mettais la même campagne sur TF1 et sur Facebook, et tu faisais une comparaison entre le nombre de vues sur TF1 et le nombre d'impressions sur Facebook. À vous entendre, j'ai l'impression qu'à la fois les métiers se sont plus spécialisés, qu'il y a des ponts entre les uns et les autres, c'est cool, mais ça veut dire aussi que les décideurs ont un peu changé de mindset, parce que tu peux pas demander à un social media manager de dire hey, t'as fait combien d'impressions, ça marche pas en fait. Ouais. Oui, puis il y a les résultats. Je veux dire, tout le monde voit l'actualité. Il y a eu plein de success stories, même de petites boîtes qui sont parties de rien, qui sont arrivées très haut sur ces sujets-là. Donc, au bout d'un moment, les managers, même très obtus d'il y a 10 ans, il y a la réalité qui la rattrape, quoi. Et après, effectivement, il a fallu. Ce qui est vrai, c'est qu'il a fallu trouver les bons KPI pour présenter les choses et montrer que les choses ont de l'impact. Mais aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'avoir 14 fichiers Excel pour montrer qu'un post Instagram avec un influenceur, potentiellement, oui, ça va toucher plus de monde qu'une pauvre campagne télé sur la TNT, sur la 12e chaîne de la TNT. Enfin, voilà. Après, je dénigre pas la télé, il y a plein de trucs super bien à faire. Mais... C'est un autre produit, c'est un autre outil, t'arroses beaucoup plus large, tu sais pas exactement, on n'est pas dans un facteur de dentelier, quoi. Exactement. Ok, tu parles d'actualité, on va justement aborder une séquence un peu plus mainstream, c'est la minute de la revue de presse. Je vais vous présenter des articles et vous allez devoir y réagir. Avant ça, on va passer par un petit jingle. Donc, la revue de presse de la stratégie social media et même du marketing dans son ensemble. Je vous présente des articles, vous rebondissez sur les titres et on débat un petit peu. L'objectif, c'est pas de s'attarder trop sur le fond, mais de gratter derrière la surface de ce qui se passe, de ce que voit le grand public de nos métiers. Premier article paru dans l'ADN, 40% des Français boycottent une marque à la suite d'un scandale. Dans le collimateur de cet article en particulier, la cosmétique et l'agroalimentaire. On apprend quand même que
c'est un peu en demi-teinte. C'est-à-dire qu'il y a un facteur un peu bouderie qui va durer 3 à 6 mois avant de se remettre dessus. Est-ce que c'est des choses qui, en fait, ont été possibles grâce aux réseaux sociaux et à cause du marketing online, ou est-ce qu'en fait, ça a toujours existé? Ah ok, mouché, là, tout le monde. C'est bon, non, je pense que les réseaux sociaux ont fait qu'aujourd'hui, le boycott est plus fréquent. Ouais. Mais aussi moins long sur la durée. Parce que l'effet boycott aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est plus de l'effet de moutonnerie, on va dire. Je suis une grosse tête des réseaux, je vais dire j'aime pas ça. Et tous ceux qui sont derrière moi vont dire j'aime pas ça. Et après, ça prend de l'ampleur. Mais si dans 2, 3 semaines ou 6 mois, j'en parle plus, plus personne ne va en parler non plus, quoi. Ok, c'est-à-dire qu'on attend que la vague passe, on passe à autre chose. Ok. Toi, en tant que représentant d'une agence, j'imagine que c'est des choses que tu suis à la loupe. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus frileux ou plus touchy que d'autres? Ça nous est arrivé pas plus tard qu'hier, une marque qui... il y a eu une petite erreur sur une annonce, ça a été repris par une influenceuse, ça a commencé à exploser. Donc ça arrive régulièrement. On y fait très attention parce que forcément ça peut avoir un impact négatif à court terme. Après c'est vrai que ça passe relativement vite. Souvent c'est des effets de mode, de réseau. Voilà, c'est pour reprendre le marché financier, ça monte un coup, ça baisse un coup mais ça revient. Donc voilà, il faut le gérer rapidement. Pour pas que ça s'envenime. Après, ça fait partie un peu de l'ADN de nos métiers, ça fait un peu partie de l'ADN de cette boîte à outils-là, d'être toujours un peu sur la brèche et de faire preuve de réactivité. Je pense que c'est des choses auxquelles toute marque est confrontée et ça reste quand même quelque chose qui est très gérable, j'imagine. Oui, après, les points importants par rapport à ces situations, je pense que les carrières sont longues dans le digital, donc ça arrivera forcément un moment ou un autre à toutes les marques. Après, ce qui est important, c'est la réactivité à laquelle on fait les choses, la transparence du discours et la qualité de la réponse. On le voit souvent, c'est pas forcément le bad buzz d'origine qui pose problème, c'est plus les réponses ou les débats que ça génère. Après, il y a quand même des choses intéressantes dans les bad buzz parfois sur par exemple la composition d'un produit, les attentes qu'ont les consommateurs. Je pense qu'ils sont hyper exigeants et sur plein de sujets ils ont raison de l'être. Donc parfois il y a des bad buzz fondés et c'est important aussi que les entreprises prennent le temps d'y répondre et surtout soient réactives. Je pense que le pire c'est de laisser les situations s'envenimer en espérant que les gens oublient ou qu'ils passent à côté, etc. Aujourd'hui c'est beaucoup trop médiatisé pour que les gens le skippent, quoi. Les gens passent plus à côté et je te rejoins complètement, hein. Avoir vécu un bad buzz ou s'être pris une situation de crise sur les réseaux sociaux, ça fait partie de l'expérience et c'est méga important de l'avoir vécu en fait, au moins une fois dans sa vie. Je sais pas si tu l'as déjà vécu. Non. Ça viendra. Ça viendra. Tu vas voir. Pas encore. Quand tu seras sur la brèche, tu vas morfler, mais après tu vas kiffer. Non, mais c'est là où on voit que le poste de community manager est essentiel et peut pas être fait dans un coin en parallèle de 12 tâches, etc. Ça nécessite de la concentration, du professionnalisme. Enfin voilà, ce métier-là, avec ces histoires-là notamment, il est au cœur, quoi. Oui, et comme on le disait tout à l'heure, ça se professionnalise. Donc il y a aussi des choses à savoir, je pense, légalement, juridiquement, et à prendre en compte lorsqu'on fait son métier. Donc je pense qu'il y a certaines bases. Et je rajouterais juste qu'un bad buzz peut aussi être positif pour la marque, dans le sens où il y en a certains qui disent qu'il n'y a pas de mauvaise publicité, et c'est d'ailleurs une stratégie délibérée par certaines marques. C'est un peu la limite de l'exercice, parce qu'au bout d'un moment, on va attaquer des problématiques éthiques, on va l'aborder aussi. Le buzz pour le buzz, bon ou mauvais, je m'en fiche, tant qu'on parle de moi, à titre perso, et en tant que professionnel, les deux, j'ai beaucoup de mal là-dessus. En revanche, une marque qui se prend une tarte en pleine tronche et qui répond et qui fait preuve d'humilité et qui s'améliore, à la fois en tant que consommateur, en tant que professionnel de la com, je tire toujours mon chapeau. Donc après, ça dépend de la cible que tu adresses. Mais... Après, ça dépend aussi de la cible. Après, ça dépend de quelle entité fait ça. Si c'est une marque, c'est vrai que c'est plus important de s'excuser très vite. Mais par exemple, quand c'est une personne, bad buzz ou bon buzz, du moment que ça me fait du buzz, Ouais. voilà quoi. En fait, plus tu prends de la place
plus t'es la cible aussi. Donc à un moment donné, Plus t'es présent, plus t'es exposé. Clairement, donc il faut le savoir. On parle d'éthique justement. Vous êtes des experts du marketing, vous êtes des experts du data, du social media. L'affaire Cambridge Analytica, vous avez dû en entendre parler. J'ai pas envie de rentrer dans les travers de ce truc-là, mais juste de vous poser la question, quelle est la limite de l'exercice du marketing social? Quelle est la limite d'aller chercher de la data sur les utilisateurs? Enfin, il n'y a pas si longtemps de ça, on cherchait déjà, tiens, moi je cherche les fans de saucissons qui roulent en 4L pour schématiser. Et on était capable de les scoper sur Facebook très facilement. Et ça faisait un peu froid dans le dos, hein, très clairement. Et tiens, je ne veux que les hommes ou que les femmes de tel âge à tel âge. Est-ce qu'il y a des limites que vous fixez, soit en tant qu'agence, en tant que consommateur, en tant que futur professionnel ou en tant que marque? Est-ce qu'il y a des choses où, voilà, sans nécessairement se mettre de limites, des questions que vous vous posez régulièrement? Je prends toujours la parole en premier, comme si je laisse Toi, tu lances le bal, tu vois. Ouais, j'ai l'impression d'être toujours le cobaye. En gros, non, sur ces sujets-là, déjà, il y a un cadre légal qu'on peut panier aujourd'hui, qui se durcit au niveau européen, principalement. On a un bon exemple avec le 1er avril qui n'était pas un poisson, c'était les nouveaux bandeaux de consentement sur les sites. Donc ça déjà ça redéfinit quand même un cadre et je pense que ça va changer nos métiers et que c'est un truc qui est vachement sous-estimé en ce moment et je pense notamment que Étienne voit de quoi je parle. Mais après, au-delà de ce cadre-là, je pense que les marques aussi doivent se dire vraiment de quelles données j'ai besoin. En fait, aujourd'hui, on a tellement une tendance à se dire que toutes les données peuvent être utiles, exploitables, etc. On en arrive à poser, enfin il y a beaucoup de marques, je ne parle pas du style français, mais il y a beaucoup de marques, parfois on est dans des parcours d'achat ou dans des inscriptions, dans des formulaires, on se retrouve à donner des infos, on se demande comment les choses vont être utilisées et du coup ça crée la suspicion qui est légitime. Moi la question c'est plus comment côté marketeur, vraiment on se contente de demander ce qui est utile. Évidemment ce qui est légal, mais voilà, je trouve que la data laisse un peu trop miroiter que chaque élément pourrait être important, alors que dans le fond il y a des tas de choses qui servent à rien, et en plus ça nuit à la conversion de demander des milliers d'informations aux gens en déclaratif, et après ce qu'on peut collecter ou pas, ça il y a le cadre légal pour cadrer tout ça. Ok, on a parce que Robin a lancé le game, donc ça vous... Il a très bien répondu, c'est un sujet qui devient de plus en plus important. De plus en plus légiféré, qui est quand même relativement technique et complexe. Avec des interprétations différentes. Ouais, avec des interprétations différentes, puis même en fonction des géographies qui sont différentes. Après, je pense que ça, comme un peu tout dans le digital, il ne faut pas en avoir peur. Je pense que ça peut améliorer justement la qualité de ce qu'on fait en tant que marketeur. Et aussi, on est basé aujourd'hui sur des protocoles, donc typiquement les cookies, qui sont des technos qui sont assez anciennes, donc qui ont vocation à évoluer dans tous les cas. Après, parfois, je me pose aussi la question en termes. Il faut toujours penser à l'utilisateur et ajouter de la valeur dans tout cas à l'utilisateur. Et après, moi, là où j'espère que ça évoluera également, c'est effectivement lorsqu'on a un prompt sur chaque page web pour dire ce qu'on autorise ou pas. Typiquement, je pense que c'est quelque chose qui doit aussi évoluer dans un réglage global, dans lequel on dit oui, non, de manière... Enfin voilà, donc je pense qu'il y a encore des choses à venir. C'est assez incertain, mais je pense que ça, comme tout, ça ouvrira des opportunités pour ceux qui les prennent rapidement. Je pense qu'il faut le voir comme ça, quoi. Ok. Après moi, personnellement, dans la data, je commence à avoir un peu peur. Parce que quand je vois que je dis quelque chose et que mon téléphone, 2 minutes plus tard, je me retrouve avec ce que je pensais sur une pub, je me dis que ça peut faire peur en tant qu'utilisateur, en tant que consommateur. En tant que marketeur, c'est comme ils ont dit Robin et... excusez-moi, j'ai oublié. Étienne, pardon. Et Étienne, il faut savoir utiliser la bonne donnée, en fait. À partir de ce moment, c'est la bonne donnée qui va faire qu'on peut avoir un tunnel de conversion plus rapide. Ça veut dire qu'en fait, tu as les marques qui ont leur rôle à jouer, les utilisateurs qui ont leur rôle à jouer et de dire non, là non, en fait. Là, non, moi je ne donne pas. Tu as le légal qui a son rôle à jouer. C'est un peu pluripartite ce sujet-là. Exactement. Ok. Mais par contre, on ne peut pas tolérer des... On ne peut pas tolérer certains trucs. On ne peut pas tolérer des millions d'adresses perdues. Alors, il y en a de plus en plus, d'ailleurs, des articles sur ce sujet-là. Ne spoilez pas sur la suite. Je vais vous mettre un deuxième article. Ça montre qu'on n'est pas au courant de ce qui... C'est les joies du direct. On va parler... Donc là, c'est un article un peu plus pointu. On est sur le big data, mais ça reste quand même assez friendly à lire. Enfin, ça reste assez mainstream. TikTok dans le viseur des assauts de consommateurs pour exploitation des données, justement. Bon, on vient un peu d'en parler. Le fait que TikTok soit non assujetti, à ma connaissance, au RGPD, ça pose un problème. Ça me pose un problème en tant qu'annonceur sur la plateforme, tu veux dire ? En tant que personne, moi, ça me pose un vrai problème. Oui, je pense qu'on là on peut élargir un peu plus au titre perso de qu'est-ce qu'on en pense.
Oui, c'est problématique. Après, il y a. Enfin, je pense que les gens ont quand même conscience, notamment les nouvelles générations. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est gratuit, quoi. Une plateforme, quand elle est gratuite, il y a toujours ce petit dicton qui dit c'est toi le produit. Et Tu me spoil, je te jure. mais après, on n'est pas censé l'accepter ou pas, mais c'est malheureusement les règles du jeu. Aujourd'hui, créer du contenu, c'est quelque chose qui coûte de l'argent, qui prend du temps. Donc, que ce soit sur les médias, sur tout un tas de sites, il y a des contreparties et parfois c'est les données. Après, tous ces sujets-là de fuite de données, c'est un peu catastrophique et ça crée un climat un peu anxiogène pour les gens qui est dommageable pour tout un tas de marques et de médias qui font les choses proprement. Alors, je ne sais pas si vous avez vu récemment sur certains sites, maintenant tu peux payer pour avoir des cookies dédiés. Ouais. Ouais, totalement. Ouais. Et alors, vous en dites quoi? J'ai cru que c'était une blague, moi, quand on me l'a envoyé au début. Oh. Je dirais pas la régie qui le fait, Ouais. mais après, quand j'ai vu que c'était sur plusieurs sites, je suis allé voir par moi-même. Je savais même pas que c'était possible. Bah, légalement, c'est possible. Ouais. Donc, ils l'ont fait. Oui, bah, c'est là où on en revient à l'interprétation de la loi, quoi. Ok, toi, en tant qu'utilisateur ou en tant que même représentant de jeunes, t'en dis quoi de ce genre C'est pas si vieux que ça. T'en dis quoi de ce genre d'approche? Tiens, je vais payer pour avoir des cookies dédiés. Enfin, pour moi, c'est surréaliste. Ouais, c'est ça, c'est surréaliste en fait. Je comprends pas qu'on doive payer pour avoir des cookies dédiés, c'est ça? Bah, en fait, tu payes pour. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça. Comment le dire avec des mots simples? Soit tu te bouffes de la pub, en veux-tu en voilà, qui va sucer tes données. Soit tu payes et à ce moment-là, c'est toi qui restreins le filtre. Pour schématiser, c'est à peu près ça. Ouais, ben non, ouais, c'est un peu abusé du coup, donc je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Ça peut limite faire l'objet d'un prochain hub, en fait, exclusivement là-dessus. Mais... En fait, après, il faut aussi comprendre que le modèle actuel d'Internet est basé quand même sur le fait de pouvoir que les éditeurs puissent fournir de la publicité. Et donc, en fait, ça revient à leur modèle de rémunération, à leur modèle d'affaires. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de médias qui vont vers de l'abonnement. Mais voilà, c'est quand même quelque chose à prendre en compte et c'est pour ça qu'ils réagissent de cette manière-là. Moi, ce qui me fait davantage peur, par exemple, pour revenir à l'exemple de TikTok, c'est surtout l'utilisation en fait, c'est de la psychologie, c'est de savoir qu'avec telle notification, vous allez revenir, vous allez être accroché, etc. C'est presque pour moi plus grave que de pousser sur ces leviers qu'on ne maîtrise pas du tout en tant qu'humain. Plutôt que de prendre un petit bout de code sur un browser. Donc toi, le truc qui te fait flipper, c'est plutôt le côté psychologique et triturage de cerveau qui est derrière. Totalement addictif en fait. Et alors, parlons justement de ça. On retombe sur un média très terre à terre. Les transitions sont si fluides. T'as vu ça? Influenceurs ou arnaqueurs qui sont les stars d'Instagram suivis par nos enfants. Tu parles d'aspect psychologique, donc là on est sur Télérama, on est sur vraiment du mainstream, et tu te rends compte que les influenceurs, tu parlais de dropshipping, sont capables de faire l'apologie d'un produit sans nécessairement l'avoir testé. Le truc, tu l'achètes 40 balles alors qu'il a été acheté à 40 centimes sur Wish. C'est déjà, vous en tant que particulier, vous en pensez quoi? En tant que professionnel du marketing, vous en pensez quoi? Et c'est quoi votre opinion là-dessus? Parce que moi, je suis jeune papa, je trouve ça méga flippant, tu vois. Enfin, il y a de quoi être inquiet. Ouais. Donc c'est la limite de l'exercice. Enfin, typiquement le slip français, quand on préparait l'émission, tu me disais non mais attends, influenceur. Le problème, moi, dans tous les articles que tu nous présentes, pour moi le problème principal, c'est qu'en fait, il faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui font les choses bien. Et malheureusement, tous ces exemples-là entachent un peu tout ce qui est bien fait. Et oui, sur l'influence, il y a toute une partie qui est assez calamiteuse. Que ce soit les contenus créés, les profils des gens qui le font, la manipulation opérée par les marques derrière. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'au final, dans l'influence, il y a quand même plein de gens qui bossent super bien et que ça nuit un peu à l'image de l'influence. Donc, ouais, alors à ma décharge, on est en France, tu vois, on trouve beaucoup d'articles sur les choses qui se passent mal, très peu sur les choses qui se passent bien. En revanche, oui, il y a plein de marques qui bossent avec des influenceurs qui font des trucs exceptionnels. Ça se passe dans le food, ça se passe dans la cosméto, ça se passe dans le textile, ça se passe dans même l'automobile. Il y a des choses assez exceptionnelles qui existent. Faut pas le négliger. J'aimerais bien planter les corps à dire on n'est pas en train de dresser un portrait noir du marketing. Ouais, non, mais marketing même online. sur la publicité avant,
faut pas diaboliser le truc à la base. D'avoir des publicités personnalisées, c'est pas que une chose malveillante, hein. C'est pas forcément non plus inintéressant en tant qu'utilisateur, quoi. Moi, je préfère avoir une publicité pour un produit ou un service qui est susceptible de m'intéresser plutôt que pour le monte-escalier Stena alors que j'ai 30 ans, quoi. Donc d'accord, j'ai pas le permis d'avoir une publicité pour une voiture, j'en ai rien à faire. mais après, c'est une sorte de frontière, comme disait Étienne, sur quel est le mécanisme qui est utilisé pour nous faire penser à ça, nous faire acheter, etc. Et c'est là où la frontière elle est un peu délicate. Ok, donc on est un peu sur un chemin de crête. Ouais. Après, il y a des choses exceptionnelles qui se passent, faut pas l'oublier. Malheureusement, il y a toujours plus de bruit sur les choses qui se passent mal. On a parlé de buzz avant, etc. Dernier article, c'est sur 20minutes.fr. Les trois, en l'occurrence, c'est 3 articles. Ça date d'avril, hein, mars-avril. Facebook, 500 millions de comptes d'utilisateurs qui ont leaké. LinkedIn, idem, 500 millions de comptes qui ont fuité, et Clubhouse, qui est un peu dans le scope de ce genre de problème-là. On a parlé de data, on a parlé de protection des utilisateurs. Alors, je sais que vous êtes ni chez Facebook, ni chez LinkedIn, ni chez Clubhouse. Est-ce que ce serait pas un peu le maillon faible des métiers du marketing online, ce data leak? Après, le maillot faible, je dirais pas ça parce que en fait, la data, elle reste nécessaire pour nous en tant que marketeurs et même pour le consommateur. Ouais. On a dit, on a besoin de la data pour pouvoir avoir du contenu personnalisé. Mais maintenant, la question, c'est comment ces entreprises-là font pour protéger nos données, en fait. Ok. Et c'est là qu'on aimerait avoir plus d'explications et plus d'éclaircissements sur ça, en fait. Là, tu te parles en tant que citoyen quasiment. Tu parles pas tant en tant que marketeur ou en tant que consommateur. Tu parles en tant que citoyen. Attends, franchement, si je donne mes données à Facebook, c'est pas pour qu'il en fasse n'importe quoi et il a intérêt à les protéger en fait. Ok. Est-ce que de fait, ça veut aussi dire qu'en tant que consommateur, il faut être un petit peu averti de tout ce qui se passe et de qu'est-ce que je laisse traîner où. Est-ce que c'est des choses, vous en tant que consommateur, vous appliquez à faire? Oui, c'est hyper important. Après, je suis un peu plus vieux qu'Hicham. Je sais pas quel âge a Étienne, mais du coup, moi, je suis pas arrivé sur les réseaux sociaux à 10-15 ans. Par contre, quand je vois la génération de mon petit frère qui est beaucoup plus jeune, là, je me dis, c'est sûr que à cet âge-là, on est moins sensibilisé à toutes les dérives potentielles et les problèmes et les répercussions qu'on peut avoir. La e-réputation, c'est quand même pas un sujet dont on entend parler depuis 1000 ans. Et franchement, je trouve que ça devrait limite être intégré dans les cours à l'école. Pas une année dessus, mais quand on voit qu'on a des cours d'éducation civique, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais voilà, on nous apprend les rouages de la République, c'est très bien, mais je pense que aussi l'irréputation c'est clé, et le harcèlement c'est clé. Enfin voilà, tous ces sujets-là, ça doit pas être des sujets qui sont abordés que quand il y a des problèmes, mais ça doit être anticipé, quoi. Je te rejoins tellement en fait. Enfin, il y a tellement de cours à donner, mais dès le collège en fait, et pas un cours d'1 heure une fois de temps. Enfin, ça peut être un cours d'1 heure une fois de temps en temps pour justement faire un peu le point. Et je pense que des partages de témoignages sur ces sujets-là, c'est ce qui est le plus efficace. Ok. Mais... Ouais, je pense qu'en tant que jeune, on n'a pas forcément le recul à se dire qu'est-ce qu'on communique à qui, et comment c'est stocké, comment c'est utilisé. Au fur et à mesure, on fait quand même attention à ce qu'on poste à un moment donné sur ces plateformes, parce qu'on laisse une trace. Après, ça rejoint aussi de manière générale la cybersécurité, qui est un vaste sujet, et de savoir est-ce qu'il y a des méthodes peut-être un petit peu plus sécurisées en fait, de communiquer ces données-là à ces plateformes-là et de pouvoir les contrôler. Et je pense que c'est encore un secteur qui est au balbutiement et qui va être amené à se consolider. Ok. Il y a encore beaucoup à faire. Je ne sais pas si tu as un petit frère, une petite soeur, une nièce, un cousin. Il est jeune, il peut parler. Je peux parler de mon propre. Moi, personnellement, j'essaye de limiter de plus en plus ce que je dis comme bêtises sur les réseaux, et notamment sur des réseaux comme Twitter où on a une épée de Damoclès en permanence sur la tête. Donc voilà, en fait, c'est comme il a dit, il faut enseigner ça aux plus jeunes dès le collège, parce que c'est les plus jeunes justement qui font les plus de dérives, et c'est là qu'on voit le plus de drames. Du coup, c'est à ce moment-là qu'il faut les enseigner. On abordera ce sujet-là en fin d'émission sur les conseils pratiques à donner à des jeunes. On va attaquer une séquence plutôt bonne pratique. Moi, ma question, c'est très rapidement, petit tour de table.
Si je m'adresse à un lycéen, justement, qui débarque sur les réseaux sociaux, quel que soit le réseau social, si je m'adresse à un futur jeune professionnel, c'est quoi les bonnes clés pour à la fois comprendre les réseaux et à la fois se lancer en tant que futur marketeur dessus? Est-ce que vous avez des conseils à passer? Alors, pour ma part, c'est vraiment explorer, on revient sur la curiosité, mais vraiment faire les choses de manière pratique, c'est-à-dire que lancer un site, configurer un serveur, lancer un WordPress, un Shopify, importer des produits, vous allez gagner 6 mois, 12 mois d'expérience très pratique qui ont beaucoup de valeur pour une entreprise aujourd'hui. Donc c'est vraiment ce que je conseille, c'est de tester, d'essayer de vendre un truc, de se mettre sur un Amazon. Voilà, il y a tellement de possibilités aujourd'hui pour juste créer un compte et tester des choses. Dropshipping par exemple. Il a trouvé son stage grâce au dropshipping parce qu'il a construit une expertise que cette société n'avait pas rapidement et qui a beaucoup de valeur. Donc il faut faire quoi. Ok, il faut faire. Premier conseil. Hicham, toi, ouais, je rejoins Étienne. Du coup, il faut faire et il faut surtout rester en veille constante en ce qui concerne l'actualité. Quand on s'intéresse au marketing, comme je disais tout à l'heure, quand on s'intéresse au marketing, il faut toujours rester en veille pour savoir c'est quoi les nouvelles pratiques et les nouveaux réseaux sociaux en vogue. Et c'est comme je suis pareil qu'Étienne, moi c'est que pratiquer et découvrir de nouvelles choses qui apporteront un plus pour soi-même personnellement en tant que compétence et pour son avenir professionnel aussi. Ok. Robin? Moi je suis complètement d'accord. Après, pour proposer un truc un peu différent, moi je dirais que surtout quand on veut se lancer, en fait le champ des possibles avec Internet il est immense et le risque c'est un peu de se perdre en voulant tout faire, que ça soit à titre perso pour ses propres réseaux ou lancer un projet, etc. Toujours se demander l'utilité que ça a à la fin. C'est pas parce que tout existe qu'il faut tout faire et il vaut mieux creuser les pistes qui nous intéressent et voilà. Mais après il faut quand même rester effectivement en veille avec le champ des possibles ouvert. Mais par exemple si vous lancez sur un réseau social, avant tout de suite vous de proposer votre contenu, etc., allez juste fouiner dans les paramètres pour comprendre toutes les fonctionnalités, les codes aussi. On parlait de Twitch par exemple, il y a des codes vraiment spécifiques sur Twitch que les gens ne connaissent pas forcément. Donc voilà, juste prendre le temps de creuser avant tout de suite se jeter tête baissée dans la création de contenu, pour prendre du recul, se poser des questions, rencontrer des gens qui sont référents sur ces réseaux-là pour aussi apprendre, échanger. Ok. Et voilà. Super, merci beaucoup. Sachant que sur tous les réseaux, sur Twitch notamment, il y a très souvent des gens, des marques, des influenceurs de ces réseaux-là qui sont toujours bienveillants. Il y en a toujours. Ouais. Moi, j'ai déboulé sur Twitch comme un daron, j'avoue. Je suis tombé sur 2-3 comptes hyper sympas qui n'hésitent pas à t'expliquer et à faire un peu de pédagogie autour. Et c'est toujours hyper appréciable de tomber sur des communautés qui sont plutôt sympas. Et donc, voilà, moi, mon seul truc, c'est choisissez des communautés, des sujets que vous maîtrisez à peu près. Je ne m'amuserais pas à aller sur un groupe de physique quantique, j'y connais rien. En revanche, tout ce qui est bouffe, ouais, j'y vais avec beaucoup de plaisir. Et dès lors que tu es curieux, ça marche. Et moi, juste pour rebondir sur ça, on parlait de LinkedIn au tout début, mais franchement, il ne faut pas hésiter à aller parler aux gens. Moi, franchement, je suis toujours surpris. Sérieusement, quand j'envoie un message sur LinkedIn, et c'est pas là cette année, ça a toujours été ça, même quand j'étais étudiant, on a l'impression que toutes les portes sont fermées et tout. Franchement, moi, je réponds à 90% des messages qu'on m'envoie, quoi. Qui ne sont pas des messages commerciaux, j'entends, mais, parce qu'il y en a beaucoup, mais en fait... dédier 5 minutes de son temps à quelqu'un pour lui expliquer un truc, pour juste éclaircir un point, et après les ascenseurs se renvoient et à la fin ça s'équilibre. Faut pas voir comme un truc où on va juste perdre du temps à expliquer les choses. Déjà on apprendra des choses et en plus on se freine toujours, mais l'humain est bienveillant et plutôt disponible contrairement à ce qu'on pourrait penser. Okay. Ouais, je rejoins totalement Romain parce qu'en fait on y était il y a 10 ans. Et voilà, on avait envie de... Parfois, on n'a pas le recul par rapport à certains métiers, par rapport à certains secteurs. On a galéré sur le sujet depuis 10 ans. On est ravis quand quelqu'un nous demande nos conseils. On est vraiment ravis d'échanger. Et en plus, on retrouve vite les personnes dans le digital. Donc, un message pas répondu, etc., derrière, on le paye. Donc, il y a aussi ça. Alors, oui, de rien. La limite de l'exercice étant quand même...
commencer par utiliser Google avant de demander à quelqu'un. Oui. Oui, il faut aussi chercher un petit peu voilà, de son côté. Il faut quand même se faire une idée d'un sujet et arriver avec une vraie question et pas genre juste... Non, moi c'était pas pour se former sur un truc précis, c'était plus des partages d'expérience. Par exemple, là, pour donner un exemple hyper précis, hier je me suis fait contacter par une étudiante qui fait un mémoire sur les entreprises à mission. Elle a vu que je bossais au CIP français, on est une entreprise à mission, elle m'a posé 3 questions et voilà. Et c'est hyper intéressant. Okay. Mais c'est même pas un sujet dont je me considère expert, c'est juste comme je fais partie d'une boîte, quelle est ma vision sur le truc. Ça a pris 10 minutes, on s'est appelé, voilà. Très bien. Quel blog, quelle source d'infos, justement on en parle. Les sources d'infos, allez contacter des professionnels en direct. Moi, je réponds toujours, je fais team bienveillance sans aucun problème. Est-ce que vous suivez des sites d'actu, des pages Facebook, des groupes sur LinkedIn auxquels il faut impérativement s'abonner? L'exemple type, moi en tant que community manager, je suis sur le journal du community manager, je suis sur les community managers francophones. Et je traîne parfois sur community manager en herbe. Si tu débutes sur le community management, va là-dessus, c'est sur Facebook et c'est un énorme groupe qui, voilà, il y a des partages d'actu et de bons plans. Est-ce que vous, à votre tour, vous avez des petits sites, blogs, trucs où il faut aller pêcher de l'info en permanence? De mon côté, je suis sur la France, je vais être sur des groupes Startup FR par exemple, des groupes de cette nature-là, qui sont hyper intéressants sur certaines idées, certaines problématiques business. Côté marketing, tous les blogs des médias, donc Facebook, Google, ils vont avoir Think with Google, ils ont des choses très très bien faites là-dessus. Et après plutôt côté on va dire grosse expertise plus technique, je vais être sur des sites américains, il va y avoir type Reforge qui est hyper intéressant, sur aussi des fonds d'investissement, donc des fonds VC type Mark Andreessen qui font des contenus mais vraiment géniaux, donc je vais être plutôt Silicon Valley okay. là-dessus. Ouais. On mettra tous les liens en description, vous inquiétez pas. Il fallait noter au fur et à mesure de blague. Ah non mais là team bienveillance. Ouais, non, moi du coup je suis plus j'utilise en termes de blog infosite, c'est plus Paperly, je sais pas si tu connais. Ouais, du coup, moi je connais pas, je découvre en même temps. En gros c'est on choisit un sujet qu'on affectionne et le site nous envoie toutes les infos. C'est un agrégateur de flux. Voilà, c'est ça. Okay. Un agrégateur de flux en flux RSS ou bien en mail. J'utilise que ça pour mon travail du coup sur la Ayurveda ou sur le marketing en général. Et sinon pour les sources d'infos, c'est tous les journaux informatiques, beaucoup de sites de journaux américains aussi. Je m'intéresse et sinon j'ai pas de nom comme ça, mais c'est plus ça. Ouais. Ça marche. Robin? Moi c'est un peu comme Hicham, j'ai un peu paramétré mes outils pour avoir du contenu au fil des années qui m'intéresse, mais après j'essaye de pas me focaliser que sur le marketing digital, j'essaye un peu de monter en puissance sur l'écologie, des trucs comme ça, et la mode aussi puisqu'évidemment je travaille dans la mode, et puis moi ce que j'aime bien c'est un peu décrypter les tendances, ça fait partie de notre boulot aujourd'hui, mais je trouve ça cool de voir un peu les usages et nouvelles pratiques en France ou à l'étranger. Donc je recommande effectivement, comme vous le disiez, de ne pas forcément s'intéresser qu'à la France, parce que malheureusement il y a pas mal de sujets où on subit plus qu'on on révolutionne les choses. Mais après, voilà, juste paramétrez bien vos feeds, et notamment sur LinkedIn, il y a des gens qui ont des métiers très spécifiques et qui ont des lignes édito hyper variées. Donc parfois, quand vous voyez des bons posts, creusez un peu et suivez. Il y a des gens, c'est assez bluffant, qui ont des métiers hyper techniques et qui parlent de plein de choses ultra intéressantes. J'avoue. Vas-y. Non, je veux juste dire, arbitrer aussi entre contenu, on va dire news, info et contenu avec plus de recherche. Je pense que c'est important de ne pas être que dans la réaction face à un sujet qui sort, mais d'avoir certains sujets même très, très variés où vous pouvez creuser vraiment sur je dirais 3000, 5000 mots. C'est hyper intéressant. Et moi, juste, je recommande, je donne juste un mot, un titre. Moi, je lis pas mal Harvard Business Review. Alors, ça fait un peu pompeux comme nom, si vous connaissez pas, mais ils ont une stratégie digitale qui est canon. Et les contenus, en fait, c'est un des rares médias, je trouve, qui se pose des questions justement sur l'évolution du marketing dont on parlait tout à l'heure, entre intuition versus data, etc. Évolution des comportements sur le cerveau et tout, et franchement tous les contenus sont canons. Ok, voilà. On mettra tous les liens, vous inquiétez pas. On passe sur la dernière séquence de l'émission. Comme à chaque séquence un peu cool, il y a un super jingle, j'espère qu'il va pas ramer. C'est parti. On est sur le confessionnal des marketeurs un petit peu du digital. Alors
je vais vous poser une question. Quel est votre meilleur ou votre pire souvenir à titre personnel sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez fait un magistral plantage? Je vais me prêter à l'exercice pour vous montrer un peu le ton. Moi, j'ai paumé un job assez exceptionnel à la SNCF, dans le pôle social média de la SNCF, grâce à 2 tweets que j'ai envoyés pendant une période de grève 1 mois avant de chercher un taf. J'étais un peu incendiaire dans mes tweets, ce que tu disais au cours de l'émission. Et en gros, très clairement, j'avais quelqu'un à la SNCF qui m'a dit en fait, t'as pas eu le job à cause de ça. Aujourd'hui, il y a des techniques. À Effray Paris, on a ProPR Consulting qui va nettoyer votre flux Twitter quand vous êtes en train de chercher un job. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ProPR Consulting. C'est à vous. Est-ce que vous avez une success story un petit peu funky ou un gros fail à partager sur les réseaux sociaux? Oh. Je suis le seul à m'être affiché. Putain. Non, après, moi, ça m'est déjà arrivé. Bon, après, j'ai pas beaucoup de followers sur Twitter, mais les marques sont assez réactives. Et j'ai déjà eu 2-3 tweets aigris contre des marques pour des raisons bien précises. Après, moi, je suis le genre de mec qui, une fois que c'est résolu, je supprime le truc. Parce que je trouve que c'est fair play vis-à-vis des marques si le problème a été résolu et traité assez vite. Donc, j'ai pas trop de. Après, il faut avoir des communautés un peu puissantes quand même pour qu'il se passe quelque chose et ton truc reste pas comme un coup d'épée dans l'eau, mais voilà. Donc toi, tu utilises en gros les réseaux sociaux pour pas tacler, mais aller faire du SAV sur d'autres marques. Non, parce qu'en plus, je vois le community management au slip français et c'est pas toujours agréable pour les community managers de régler que des micro-sujets. Et en vrai, il y a plein de trucs qu'on peut régler par soi-même. Et puis il y a plein de choses qui dépendent pas forcément que de la marque, notamment sur de la livraison, des trucs comme ça. Mais après, moi, j'ai pas un usage où dès que j'ai un problème, je vais le crier sur les réseaux sociaux, ce serait quand même un peu le comble, quoi. Ok, donc t'es pas comme moi. J'étais rageux, j'étais jeune. Est-ce que toi, t'as fait des boulettes? J'ai fait une boulette et j'ai eu une belle histoire. En fait, c'est avec les deux, c'est par rapport au foot. En fait, comme je dis, j'étais dans une association, j'y suis encore, mais moins qu'avant. Et du coup, on cherchait pour notre tournoi de foot un sponsor, entre guillemets. Et du coup, j'allais sur les réseaux de tous les joueurs de l'équipe de France. Je les harcelais un peu, hein, mais bon. Qui ne tente rien à rien. Voilà, c'est ça. Et finalement, on a eu des bolos, des maillots, des dédicacés. Il y a même eu Mamadou Sakho qui est venu à nos événements. Du coup, je l'ai harcelé sur les réseaux, sur Twitter, Instagram, et il est venu très professionnel, très gentil. Et un autre fail, c'est avec mon club de cœur qui est, je vais faire un peu de pub, l'Olympique Lyonnais. Je les ai bien insultés et je me suis retrouvé à faire retweeter par Jean-Michel Aulas. Et là, j'ai eu mal, hein, parce que derrière. C'est un instant de gloire, un peu. Ouais, c'est un instant de gloire, mais après, il faut assumer ce que tu dis, quoi. Voilà, ça. Alors que je les aime de tout mon cœur, mais voilà, quoi. Quand ça passe pas, ça passe pas. Ok, d'accord. Donc à la fois un truc plutôt success story, à la fois un truc plutôt ah merde, je me rendais pas compte la portée du truc. Ouais, ça, en fait, quand tu perds, tu te lâches. Et c'est ça le problème sur Twitter, tu te lâches. Ok. Étienne? Non, j'ai fait un tweet à Richard Branson. Qui est un fondateur de Virgin Galactic, oui. Bref, il m'avait répondu et j'ai trouvé ça dingue. Voilà, ça mais sinon rien de spécial. Moi, je suis plutôt moi, je suis plutôt c'est marrant, mais je suis plutôt le consommateur de content. Je préfère être un peu sous les radars et faire que de la pub. Donc en fait, je suis que sur le payant, et lorsque j'ai des petits commentaires qui sont pas très bons, delete ou hide. Donc ok. Voilà, c'est aussi un positionnement qu'on peut avoir tous. Si je reprends l'exemple de Tumblr, tu avais 1% de la population qui générait 99% du contenu. Le reste, c'était des consommateurs. Et juste, tu bouffais le contenu. Tant je m'en mouille pas, moi, j'ai pas envie. Ok, cool. On arrive à la fin de cette émission. Déjà, un grand merci à tous. Je vais vous laisser un tour de table pour clôturer le truc. Si vous aviez qu'un seul conseil à donner à un jeune qui se lance dans les métiers du marketing et du marketing digital, ce serait quoi? On va résumer un petit peu tous nos propos. Moi, le mien, il est très simple. C'est sois curieux, mets les mains dans le cambouis et commente cette émission. Tu pourras gagner justement ton premier budget publicitaire. Donc au contraire, c'est l'occasion de te lancer sur le sujet de ton choix. N'hésite pas, voilà, lance-toi. Étienne? Alors moi, quelque chose de très concret. On cherche en fait beaucoup de consultants médias. Et en fait, on a du mal à trouver des personnes qui ont une expertise pointue et avancée
sur Google, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et donc typiquement, il y a des certifications en ligne sur ces plateformes de social media. Les personnes qui font l'effort, et ça, parce que ça prend du temps de le faire et d'avoir une connaissance assez pointue lorsqu'ils passent les entretiens chez nous, sont clairement sur le haut de la pile, mais vraiment. Et c'est pas si compliqué que ça à faire. Donc je conseille aux personnes de passer ces certifications. Ok. Et c'est quelque chose de très concret et qui a une grosse valeur sur le marché à mon sens. Donc c'est une promesse que tu fais. Si tu passes ta certif, t'es franchement, c'est un job à la clé. Surtout Ça vaut le coup de s'en mettre. surtout la Facebook Blueprint qui est d'ailleurs payante normalement et qui est encore un peu plus difficile. Mais ouais. Donc c'est plutôt un conseil pour un étudiant parce que c'est pas un conseil à un lycéen. Tu vas pas passer une certif au lycée quoi. Ouais. Ok. Il y a quand même des petites choses je pense à faire. Il y a des certifs gratuits qui sont accessibles donc franchement même si je pense. Ça se tente. Ouais. Ok. Hicham. Moi, ça rejoint un peu les propos de tout le monde. Faut être curieux, faut s'intéresser, faut pas avoir peur d'aller dans des zones inexplorées, parce que c'est là qu'on trouve parfois les meilleures idées, celles qui, si on parle en termes d'argent, qui rapportent le plus d'argent. Donc voilà, c'est toujours être curieux, ne pas se disperser non plus, parce que c'est une perte de temps et aussi d'argent du coup. Mais voilà, il faut toujours être curieux et avoir l'envie d'apprendre. C'est ça le plus important, toujours avoir l'envie d'apprendre. Ça marche. Le mot de la fin pour Romain. Je rebondis un peu sur ce que dit Hicham. Et moi, je veux juste donner mon expérience perso. Je suis sorti d'école en 2011. Concrètement, le digital va hyper vite, donc faut être humble, faut s'auto-former, faut y aller franco. C'est très bien de faire des écoles, etc., mais il faut aussi miser sur tout ce qu'on peut apprendre à côté. Clairement, les écoles vont vous cadrer, vont vous expliquer le savoir-être aussi, en plus du savoir-faire qui est essentiel. Mais le savoir-faire, les compétences SEO d'il y a 5 ans, elles sont obsolètes. Moi, quand je suis sorti d'école, Facebook, c'était pas monétisé comme on en parlait tout à l'heure, donc juste humilité et apprentissage et curiosité comme ils le disaient tous les deux. Ça marche. Merci à tous les trois en tout cas. Merci de nous avoir suivis sur le Hub. On va avoir d'autres sujets du numérique qui vont tomber dans les prochains mois. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre. Pour rappel, les deux entreprises qui étaient autour de la table, Junto et le Slip Français, sont des entreprises qui recrutent, mais le secteur du marketing digital recrute au sens large. On recrute à la fois des data, plutôt profil community management, plutôt profil stratège marketing. N'hésitez pas à vous renseigner sur ces métiers-là. C'est des métiers qu'on le vend en poupe en fait. Donc ça recrute. Il y a des bassins d'emploi, les métiers sont en tension, il faut se former pour être bon. Donc n'hésitez pas à suivre tous les conseils qu'ont pu nous donner les experts autour de la table. Je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Merci à tous.